Balle cognée sur la ligne du troisième but. On essaiera d'aller sous la balle. C'est fait pour le premier retrait. Pendant peut-être qu'on peut, comme on a discuté hier, les officiels sont aussi en phase de développement. Derrière le marbre aujourd'hui, on a Charles Paiement. Au premier but, on a Patrick O'Young. Au deuxième but, Francis Bernard. Au troisième but, Félix Dubo. Et la marqueuse officielle, Laurence Bellec, pour le match d'aujourd'hui. Et au bâton pour la capitale nationale, le voltigeur de gauche, Charles-William Gagné. On prend un temps d'arrêt, on prend un grand respect, on s'installe au marbre. Bon, on en parlait également hier, c'est probablement la première grosse compétition pour ces jeunes-là. Un petit peu de pression, un petit peu d'effervescence. Leurs supporters qui sont dans les estrades, beaucoup de bruit. C'est une belle expérience pour ces jeunes-là de jouer une finale des Jeux du Québec. Une première prise. Deux balles, une prise à Charles-William Gagné. Fausse balle du côté du troisième but. Encore une fois, la belle température pour un match de balle ici au Parc Marcel-Simard. On invite les gens de la région métropolitaine à venir nous voir. On a 7 manches à vous présenter. On voit que Jérémy Thériault, le lanceur de Chaudière-Appalaches, utilise une motion qu'on appelle une motion coupée. C'est pas nécessairement orthodoxe, c'est pas nécessairement ça qu'on va voir pour d'un lanceur partant habituellement. Habituellement, le lanceur partant va utiliser une motion qu'on appelle complète, mais en quelque part, il faut, en tant que lanceur, être confortable. Bien bloqué par le deuxième but. Pour le deuxième retrait. Donc, ce que je disais, c'est que l'important, c'est que Jérémy soit confortable avec la motion qu'elle utilise. Et des fois, là, en motion coupée, comme Jérémy utilise, on va garder dans notre tunnel et on va lancer plus de prises. J'expliquerai mon tunnel plus tard, mais des fois, quand on utilise la motion complète, on perd notre direction. Donc, l'important, c'est de se diriger vers le marbre et c'est ce que Jérémy semble être en mesure de faire là, en utilisant la motion coupée. Alors, au bâton pour la capitale nationale, le troisième frappeur, le lanceur partant, Alexandre Simard. Tenter une courbe là. Une deuxième balle. Troisième balle trop basse. Donc, Jean, quand tantôt je parlais de cylindre, c'est que moi je parle là, de la largeur du marbre, de la plaque de lanceur, et je m'en vais jusqu'au marbre. Et ça, pour moi, c'est un cylindre aussi en 3 dimensions, que le lanceur doit rester à l'intérieur de ce cylindre-là pour effectuer un bon lancer vers le marbre. Si son pied quitte à l'extérieur du cylindre ou que son gant passe à l'extérieur du cylindre, mais souvent on va perdre de l'énergie, perdre de la puissance, donc le lancer va être un petit peu moins efficace que qu'est-ce qu'il pourrait être. Balle frappée au premier but. On touche le but pour le troisième retrait. Encore une fois, les frappeurs sont retirés dans l'ordre. Oui, donc aucun point sur aucun coup sûr, aucune erreur et aucun coureur laissé sur les buts. Donc, après une manche complète de jeu, le pointage est de 0-0 entre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Dans le but, bien sûr, d'agrémenter cette web diffusion. Comme hier, on aura des invités durant le match.
Je vois quelques-uns de ces invités qui sont avec nous déjà. Ils veulent apprécier le spectacle avant d'entrer en onde avec nous. On a également le plaisir d'avoir M. Jacques Doucette comme annonceur maison pour cette finale. Hier, on a eu en onde M. Doucette et bon, et membre là, du conseil d'administration. Alors, ça fait un plaisir ce matin et annonce la finale. Oui, et pendant, si tu me permets juste de lancer de faire un petit mot sur la performance de Jonathan Thériault comme lanceur, juste de m'assurer que je dis le bon nom. De Jérémy Thériault. A effectué 13 lancers en première manche, 8 prises. Donc, on est à l'intérieur du ratio de 50 %. Ça me prendrait ma calculatrice pour dire si on est au 60, mais quand même un bon ratio, là. Donc, on va continuer. Et là, maintenant, au tour d'Alexandre Simard, du côté de la capitale nationale, de poursuivre avec son bon travail au niveau de lancer des prises. On n'est pas obligé de lancer. On sait qu'Alexandre est probablement capable de lancer dans les 77-78 000 à l'heure. On n'est pas obligé de voir ça tout de suite. Lançons des prises et un petit peu plus tard dans le match, quand ça sera nécessaire, on en pousse 2-3. Là, ça devient hyper excitant. Pendant que je vois notre ami Renaud Lefort des Quatre Chevaliers O'Keeffe qui va venir s'entretenir avec nous un petit peu là, de sa tournée et de comment ça va bien depuis 2 ans pour son activité. Donc au bâton, le 4e frappeur, le joueur de 3e but, Marc-Antoine Tremblay. Bonjour Renaud, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, tu nous entends? Je l'entends très bien, super, merci. Alors, on a avec nous Renaud Lefort des Quatre Chevaliers qui a repris la tournée de la première génération des Quatre Chevaliers O'Keeffe. Renaud, peux-tu nous parler un petit peu du but de la tournée? On sait que bon, c'était également une levée de fonds pour le baseball mineur. Parle-nous un petit peu de ça. Oui, voilà, c'est surtout une levée de fonds pour le baseball et le softball. Et on essaye là, le plus possible de remplir les estrades, chose qu'on réussit très bien depuis le début de la saison. En moyenne, les associations réussissent à faire un minimum de 5 à 6, 5 000 des fois avec notre événement. Tu vois, cette année, j'ai même vu un 12-13. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur parce que, dans le fond, le but, c'est vraiment d'aider le baseball, d'aider le softball puis de garder nos terrains. Wow, ça, c'était une belle frappe. Oh! Alors que cette balle est frappée au premier but pour le premier retrait. Ouais, fait que, ceci étant dit qu'on est bien content de s'impliquer dans ce merveilleux sport. Puis je vois que les jeunes ici, ça a l'air à jouer du gros calibre. Là. Je viens de voir ce jeu-là, c'était pas mal beau. Oui, bien, on se trouve à avoir les meilleurs jeunes joueurs de 14-15 ans de la province au baseball. Et cette année, honnêtement, c'est une des bonnes cuvées là, dans les 6 dernières années, là, les 3 derniers Jeux du Québec, si on peut dire comme ça. Alexandre là, qui lance aussi est une bonne démonstration du talent qu'on a présentement aux Jeux du Québec. T'as-tu dit 14-15 ans? Oui, c'est à 14-15 ans. Ben voyons donc, les pièces d'hommes, ils peuvent toutes me donner une volée. Marc-Antoine Tétu qui a frappé la balle à la récro pour le 3e retrait. Encore une fois, les 3 frappeurs retirés dans l'ordre pour ce début de 2e manche. Oui, donc aucun point, aucun coup sûr, aucun coureur laissé sur les buts. Donc, après une manche et demie de jeu, toujours le pointage de 0-0. Pour ceux, Renaud, qui n'auraient jamais assisté là, à la première génération là, des spectacles des Quatre Chevaliers, tu nous expliquais un petit peu là, comment vous jouez ça et qu'est-ce qui se passe là, pendant le match? Ben, c'est un grand hommage justement à la première génération qui est M. Claude Potvin qui a tout parti ça au début. Et moi, j'ai eu la chance de les suivre pendant 10 ans de temps.
Fait que j'ai vu au-dessus de 300 spectacles de la formation originale. On a gardé le même but, c'est de faire rire, c'est de rendre un match de balle complètement différent, d'amener des personnages tout au long de la game. On a tellement de personnages sur ce show-là. Mario Bros et Luigi qui arrivent au bâton. On a les vieux détestables qui arrivent et qui ont mal partout, mais qui finissent par attraper des balles en défensive. Elvis, Michael Jackson, Bob Marley qui frappe avec un tam-tam. D'ailleurs, j'ai pas encore compris. Bob Marley qui frappe avec un tam-tam. Il réussit à faire souvent des doubles avec son tam-tam. Overhead, sa ligne du 3, la balle à tasse. En tout cas, c'est malade. Depuis le début de la saison, on a vraiment le droit à des super beaux jeux des Chevaliers. On est vraiment, vraiment contents. Souvent, on était à Mercier en fin de semaine passée, puis à Longueuil, la fin de semaine qui vient juste de passer. Samedi, vous avez joué à Longueuil, justement, au Parc Paul-Pratte. Voilà, ouais, exact. Puis, ouais, on a la chance d'avoir des beaux jeux en défensif aussi, parce qu'à Mercier, on a fait venir un ancien lanceur de la formation des Chevaliers. Il avait 41 ans, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas lancé. Il s'appelle Stéphane Gilbert. Puis, non, c'est ça, fait que, on est 4, là, mais le lanceur se fait parfois frapper, fait qu'il faut qu'on réagisse vite en défense. Peux-tu nous parler des autres joueurs là, qui jouent avec toi là, sur l'équipe des 4 Chevaliers? Le Dream Team. J'ai le Dream Team. Ivan Nakarata, mon catcher, est-ce que tu connais? Bien, certainement. Ivan Nakarata, qui est le partenaire d'entraînement officiel de Russell Martin durant l'hiver, aussi propriétaire de l'école Baseball Empire. C'est une très bonne école de baseball. Puis, il a été repêché, lui, dans la Major League Baseball par les Dodgers de Los Angeles. Il a aussi été repêché par les Expos. On a aussi Tommy Tremblay qui est au champ. Fait que c'est lui qui court les balles quand la balle est frappée. Tout un canon dans le bras. Sérieusement, j'ai jamais vu un gars avec un canon comme ça. Il a pogné la balle l'autre jour à 250 pieds dans la clôture. Il a ramené ça, aucun bond, direct dans le milieu du catcher. On a coupé le go au marbre. Standing ovation. Et c'est ça, les 4 Chevaliers. C'est qu'on a réussi à faire des merveilleux jeux en étant seulement 4. Et là, ça va bien parce qu'on gagne pratiquement toutes nos games. On en a perdu une, mais on n'avait pas notre lanceur partant. Fait que je calcule que c'est une défaite à moitié. Alors que Jean-Nicolas Lebrun là, se présente au bâton pour la capitale nationale. Enfin, deuxième manche. Parce que Renaud, quand même, beaucoup du succès repose sur le lanceur aussi. Vous amenez des lanceurs qui lancent des petits poids numéro 1, là, comme tu disais hier. Là. Oh, écoute, c'est sûr et certain. Tu vois, quand on a joué à Thetford Mines, en plus, je me suis fait dire par après, t'aurais jamais dû faire ça à Thetford Mines, c'est la ville du baseball, tu sais. Et, ils ont du senior, ils ont du... c'est ça. Ouais, fait que j'ai essayé d'y aller avec juste mon line-up de lanceurs réservistes pour voir c'était qui j'avais le plus confiance. Pour finalement en arriver à une conclusion que c'est vraiment mon lanceur partant en qui j'ai très confiance. Et tu m'expliquais également que vous vous donnez pas de chance. Là. Vous lancez la même plaque de lanceur, la même distance que l'équipe visiteur. Les mêmes balles, ils sont là pour vous battre, mais ça marche pas. Ah non, écoute, ils sont vraiment là pour nous battre. Regarde Longueuil, là, cette semaine, ils étaient motivés. Là. Sérieux, des bons joueurs. Là. On était surpris. D'ailleurs, à Longueuil, on s'est fait frapper la plus loin qu'on s'est fait frapper à date depuis la Renaissance. Le gars, il a frappé, je pense, au-dessus de 200 pieds. La balle de mon lanceur, je n'avais jamais vu ça encore. Et non, c'était vraiment toute une bonne équipe. Peut-être un prospect pour votre équipe? Ben écoute, il mesurait 5 pieds 4, par exemple. Wow! J'en revenais pas. Ben, tu sais, la zone des prises était petite, fait que c'est plus facile de pogner la balle. Là. Mais non, vraiment, on affronte des gros clubs, puis ils veulent nous battre, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est que ça leur fait juste plus mal après la game. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici la fin de la saison? Encore, on a fait, à date, la moitié du calendrier est faite, fait qu'il reste encore l'autre moitié. On est à RDS2 avec les 4 Chevaliers Express. C'est une émission qui fait, dans le fond, le résumé de nos matchs. Quelle ville allez-vous visiter? Ben là, tu vois, notre prochaine, c'est Sept-Îles. On débarque là-bas en avion. Oui, monsieur, parce qu'on est rendu big comme ça. On s'est fait commanditer les billets d'avion. J'en revenais même pas. Je me sens comme le président des États-Unis. C'est bon. Et puis, pour les associations de baseball mineur là, qui voudraient vous contacter pour avoir la tournée, pour justement effectuer cette levée de fonds, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Sur le site internet www.les4enchevaliers.com. Il y a la section contact, où est-ce qu'ils peuvent nous contacter. Moi, ça m'arrive directement dans les poches, ces beaux courriels-là. Fait que après ça, je transfère à qui de droit ou même je les appelle. On book ça ensemble, puis on essaye de faire les meilleurs événements possibles dans les plus beaux parcs possibles aussi, parce qu'il y a vraiment des beaux terrains de balle au Québec et c'est très important de lui donner un peu de vie puis de les conserver. Puis je trouve que vous faites une maudite belle job avec le terrain ici. Aujourd'hui, sérieusement, il y a du monde et c'est le fun de voir du monde autour des terrains de balle. Ça fait du bien pour ce sport. On te remercie, Renaud, de ta présence. On va te laisser apprécier le spectacle. Et puis, on invite les gens là, qui sont les associations de baseball mineur là, qui sont intéressés à justement faire cette levée de fonds-là avec vous, à vous contacter. Yes, sir. Merci Renaud. All right, good job. Merci, Renaud.
Pendant qu'on a vu une balle soulevée au champ centre par Jean-Nicolas Lebrun de la formation de la capitale nationale et qui a été saisie pour le premier retrait. David Grondin qui est au bâton maintenant. Deuxième frappeur de la manche. Fausse balle là, vraiment qui se dirige vers l'abri du côté de Capitale Nationale. On a des bons élans ce matin. Là. Les jeunes, même si il est très tôt, là, on est sont pas nécessairement habitués là, de jouer à 9 h le matin, mais on a des jeunes qui veulent la victoire, qui sont prêts. Une troisième prise sur élan pour David Grondin. Et présentement, les deux lanceurs semblent très en contrôle. Aucun signe de stress, même en défensive, chose qu'on a vu hier. Hier, dans les deux demi-finales qu'on a eu la chance de décrire, on a vu des gestes de nervosité. Et là, ben, aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, on n'a pas vu. Ben, en parlant aux deux entraîneurs ce matin, les deux m'ont dit, ben, on est rendu en finale. Donc, un tournoi comme ça, un tournoi très court là, de 3 matchs pour se rendre à la demi-finale. On gagne la demi-finale. On fait partie de cette finale-là. Bien sûr, on veut la gagner, mais c'est un premier but qui est atteint de vraiment faire la finale. Alors, je pense que le message des deux entraîneurs, c'est d'y aller avec la confiance. On s'est rendu là, on est là. Ayons du plaisir sur le terrain. Alors que la balle est frappée. Fausse balle sur la ligne du premier but. Oui, alors, ayons du plaisir, puis faisons ce qu'on fait de mieux. On joue au baseball, puis on donne un bon spectacle. C'est un tournoi de deux parties là, quand on parle des 6 divisions au départ. Donc, juste de sortir de là, c'est un exploit en soi. Par la suite, bon, c'est déjà un match de quart de finale, un match de demi-finale, et là, on arrive en finale. De se rendre à la 5e partie, je comprends très bien qu'on dit aux équipes, regardez, c'est mission accomplie, parce que probablement que l'objectif pour, mettons, la capitale nationale, c'est de dire on veut jouer le dernier match. On est là maintenant, allons-y de façon décontractée. Puis essayons de faire en sorte, même si c'est pas ça, mais que ce soit un match du mardi soir dans un parc en quelque part à Québec, puis qu'on oublie les chaudières qu'on commence à entendre, que des spectateurs comme il y en a rarement vu ici en arrière. Donc, prenons le stage, comme on peut dire, et faisons du mieux qu'on peut. Balle cognée à travers l'avant-champ par Mathieu Massicotte. Pour un simple. Un simple et le premier coup sûr du match. Le numéro 29, Cédric Boulian. Cédric Boulian, le joueur de 3e but maintenant. Au bâton. Avec 2 retraits en cette fin de deuxième manche. Donc un écart correct qu'on peut dire au premier but. Oh, la balle cognée solidement dans l'allée. Ce sera pour plus d'un but. On contourne le 3e et on envoie Massicotte au marbre pour le premier point de ce match. Ah, une balle frappée solidement, une rapide qui est restée au centre du marbre, et le frappeur Cédric Boulian qui a bien saisi sa chance. Un bon coup de bâton dans le champ centre gauche pour dans l'allée, à vrai dire. Là. Et étant donné que le voltigeur ne jouait pas nécessairement proche, mais a dû faire une course, la balle a roulé jusqu'à la clôture, ce qui amène un vrai double du côté de Boulian. Et là, pendant qu'on assiste à la visite de l'entraîneur. Probablement pour calmer les esprits, là. On est seulement qu'en deuxième manche, alors... Ça a été court comme visite. Comme on disait hier, on leur donne une petite dose de confiance. On s'est fait frapper solidement, mais on revient dans le match. Puis la stratégie également avec la frappeur au deuxième but, avec le coureur au deuxième but. Puis on sait, on se connaît, là, on vient de la région de Québec, des deux équipes.
Je crois que les deux équipes coachent dans le niveau Bantam 2A, les deux entraîneurs. Donc, on sait qu'on a une tendance à être agressif. Samuel Pouliot frappe la balle à l'arrêt-court. On remet au premier but pour le troisième retrait. Alors, le sommaire de la manche, Sylvain? Oui. Donc, en cette demi-manche de jeu, 1 point sur 2 coups sûrs, aucune erreur et 1 coureur laissé sur les buts. Donc, après 2 manches complètes de jeu, le pointage est de 1-0 pour la Capitale nationale. La mise en deuxième, Capitale nationale mène 1-0. Le lanceur de Chaudière-Appalaches a effectué un total de 30 lancés. Déjà 30 lancés pour Jérémy Thériault, comme vient de le mentionner M. Doucette au micro. Bien, je considère que c'est quand même un bon nombre. C'est sûr qu'à cette manche, il a effectué 17 lancés, dont 11 prises, mais c'est quand même en moyenne 15 par manche. À 15 par manche, il se rend à 6 manches. L'entraîneur va être plus que satisfait. Et on parle d'un point en 2 manches contre une très bonne formation. Donc, c'est pas la fin du monde. Là. Je pense qu'on est en contrôle de ce match-là. Et il montre beaucoup de... Je sais pas le mot français, là, mais il gère bien son stress présentement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à mon sens. Alors, pour Chaudière-Appalaches se présentera au bâton Émile Bois, Jérémy Beaulieu et Francis Cloutier en ce début de 3e manche. Et on disait, là, pendant qu'on a quelques secondes, on a fait un petit peu le parcours de la Capitale nationale, mais rien... Le parcours de Chaudière-Appalaches hier en demi-finale a été rocambolesque, comme on peut dire. Ils ont pris les devants 4-0. La région de Montréal est revenue avec 5 points, prendre les devants 5-4 dans le match de demi-finale. Après ça, Chaudière-Appalaches est revenu faire 7-5. Montréal revient 7-7. Et là, ben, Chaudière-Appalaches a pris son envol. 2 manches de 9 frappeurs. Ouais, et c'était 12-7 après la 6e manche. Et là, on a perdu un petit peu l'équipe de Montréal avec une victoire de 14-8. Une première prise à Émile Bois. Donc, un match haut en émotion là, hier du côté de Chaudière-Appalaches. Quand tu as les devants, puis après ça, tu te fais remonter. Donc, j'ai confiance en leur morale et en leur capacité à se ressaisir et à nous donner un bon match de baseball aujourd'hui. Ici, on voit le lanceur Alexandre Simard, un grand physique, et là vient de lancer un changement de vitesse de toute beauté, un petit peu haut dans la zone des prises, mais les frappeurs s'attendent tellement à sa balle rapide à 77-78, et là on déjoue les frappeurs avec un changement de vitesse. Il est vraiment en train de s'établir et qui va rendre la vie difficile aux frappeurs. Là, on vient de voir la rapide. Et il ne faut pas se surprendre, Émile Bois est en retard sur le tir, mais à un moment donné, tu vois la courbe, tu vois le changement de vitesse, une bonne rapide. Donc, on appelle ça... On mélange le frappeur. Ouais, on appelle ça de la soupe Lipton, et on appelle ça aussi être un lanceur dominant. Là. Une autre fausse balle. On est hésitant un petit peu. Là. On voit le... Mais hein, comme on expliquait, à 54 pieds... La plaque du lanceur à 54 pieds du marbre. Le temps de réaction est plus petit. Là. Le temps de réaction. Le temps d'un clin d'œil. C'est ça. Et là, j'ai vu 2 tirs à l'extérieur. J'aimerais voir un tir à l'intérieur ou soit une balle courbe à l'intérieur, mais j'aimerais voir un tir à l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Une rapide haute à l'intérieur. Émile a été bon pour sortir les mains et aller chercher une fausse balle. Donc là, il ne faudrait pas s'attendre, il ne faudrait pas être surpris de voir un autre tir. Là, on vient de lancer 3 balles rapides. Le frappeur s'est adapté. Donc, d'après moi, on va voir un autre type de tir. Et c'est effectivement le changement de troisième prise. Changement de vitesse avec lequel on enregistre une troisième prise. Jérémy Beaulieu. Maintenant, au bâton, le joueur de deuxième but, Jérémy Beaulieu. Comme on expliquait également, là, dans les premières manches comme ça, le temps de faire au moins un tour de l'alignement, que les 9 frappeurs aient vu les lancer là, une première présence. Ouais.
Après ça, on va s'installer. On sait à quoi s'attendre. Puis c'est au lanceur maintenant à mélanger les frappeurs. Exactement. Une tentative d'amorti ratée. Une première prise. Ouais, on tentait essayer de co-filer, essayer de mettre un coureur sur les buts, mais quand même du côté de la défensive de la capitale nationale, on a vu Cédric Boulian était aux aguets. Probablement qu'on connaît le frappeur, qu'on sait que c'est probablement une de ses armes, il est probablement rapide. Balle frappée solidement. Au troisième but, qui n'a pu maîtriser la balle, était frappé très solidement, il était un peu plus rapproché. Donc, on était prêt pour l'amorti, on n'était peut-être pas prêt pour cette flèche. Ben là, à un moment donné, c'est pas facile. C'est pas nécessairement c'est facile évident. pour nous de le dire ici, derrière la clôture. Et moi, je suis pas prêt à donner une erreur sur ce jeu-là. Non, définitivement. Le joueur jouait en position rapprochée. Oui, la balle a été frappée vers lui, mais c'était quand même frappé très solidement. On joue avec des battes d'aluminium. Le jeune était peut-être Cédric à 60 pieds pour jouer contre l'amorti. Au bâton, Francis Cloutier, alors qu'on assiste au vol du deuxième but. Jérémy Beaulieu qui se rend 90 pieds plus loin. Donc, avec un retrait, est-ce qu'on va voir l'amorti ici? Est-ce qu'on va voir le coup filé? J'aurais peut-être plus tendance à y aller pour une autre option que ces deux options-là. Mais attendons voir. Et du côté du gérant Paul Cloutier, on est agressif. Hein? On a vu tantôt ou hier là, le gérant de l'équipe de la capitale nationale être assez agressif aussi avec des vols de but, l'utilisation d'amortis, ainsi de suite. Mais là, on voit que du côté de Chaudière-Appalaches, on utilise un peu la même méthode. On met de la pression. Vol de but, l'amorti. Donc, on a des éléments intéressants. Là. On a des spectateurs massés tout le long du terrain, même dans le champ extérieur, derrière la clôture. On s'installe pour regarder l'action. On peut dire que c'est les premières difficultés là, rencontrées par Alexandre Simard. Premier coureur sur les buts, doit ajuster sa motion coupée, doit ajuster aussi les points de relâchement. Et on verra dans les prochaines minutes la façon qu'il sera en mesure de contrôler tout ça. Donc ici, on a vu qu'il a fait un mouvement pour aller au deuxième but. Lorsqu'on fait ce genre de mouvement-là, bien connu sous le nom de Bannister, mais on n'est pas obligé de lancer au but. Étant donné que notre pied avant quitte la plaque, c'est pas comme si on tourne et on garde le pied arrière près de la plaque des lanceurs dans lesquels on n'aura pas le choix de lancer au but vers lequel on se dirige. Balle frappée en hauteur. Près de la clôture au premier but. Fausse balle. Alexandre a varié un petit peu la longueur de ses pauses présentement. Pendant qu'on voit le frappeur Cloutier au bâton, une belle position de base. On essaie de contrôler la course. C'est un élément important. Hein. On ne peut pas nécessairement faire fi du fait qu'on a un coureur au deuxième but. On va vouloir contrôler la course, contrôler la partie aussi, surtout si des deux équipes on semble être agressifs. Fausse balle. On ne veut pas donner ce premier point là, à la capitale nationale. Non, et le gérant Pouliot là, qui a mentionné à son receveur aussi, en mettant les mains du côté de ses jambes, il faut que tu gardes la balle en avant de toi. Donne-toi une chance. Là. Sors la mythe, sors le bloqueur, mets-le regarde les deux jambes, puis il faut que la balle reste en avant. Là.
Ouais, une belle bataille là, de Francis ici qui touche la balle, fausse balle à gauche, fausse balle en arrière. Et là, une fausse balle à sa droite. Et on l'expliquait, est patient, se donne des élans, mais également les tirs là, du lanceur là, qui s'ajoutent au nombre là, total qu'on doit atteindre là, au niveau de 90. Alors, c'est à la fin de la 5e ou à la 6e manche que ces lancers-là vont compter. Mais c'est exactement une fausse balle compte pour un lancer pareil. Donc, on joue de stratégie offensive. C'est un peu comme jouer dans le plan de match de l'autre équipe. Si on fait des fausses balles, on fait faire des lancers à l'équipe adverse. Donc, si le lanceur, comme tu viens si bien de le dire, fait moins de manches, ben c'est positif pour nous, là. On met le bâton devant la balle. Un court ballon à l'arrêt-court pour le deuxième retrait. Frappeur suivant, le numéro 2, Marc-Antoine Bello. Alors, on revient au haut de l'alignement. Avec 2 retraits dans la manche, Marc-Antoine Bello au bâton. Bello qui a été retiré sur un roulant au deuxième but en première manche. Balle cognée qui perce l'avant-champ. On poussera le frappeur de la coureur Beaulieu au marbre. Pas de jeu, il est sauf. Ici, le lancer du voltigeur de centre. Thomas Drouin était un petit peu haut. On veut voir un lancer un petit peu plus bas à la hauteur pour qu'on puisse saisir la balle du côté des relayeurs ou des intercepteurs. Parce que là, dans le fond, on a donné un petit peu le deuxième but. Par contre, je crois quand même qu'avec la distance, la balle était frappée. C'était le jeu à faire d'essayer un jeu au marbre. Surtout, là, on a fait un attrapé avec un pas sauté qu'on appelle pour faire un lancer ici. On a manqué un petit peu là, à droite et en haut, mais c'était le jeu à faire. Par contre, si le lancer avait été un petit peu plus bas, on aurait été en mesure de faire un relais au deuxième but, puis peut-être couper le joueur le coureur là, qui s'en allait vers le deuxième but. Première prise, on se dirige au troisième. Agressif sur les buts, mais on l'a retiré. Très beau jeu là, du receveur. Jonathan Galland-Lapointe qui aurait mis au troisième but pour le troisième retrait de cette manche. Donc, Augustin Leblond aura la chance de revenir au bâton en quatrième manche. Oui, donc dans cette demi-manche, un point sur 2 coups sûrs, aucune erreur. Aucun coureur laissé sur les buts. Donc, après 2 manches et demie de jeu, le pointage est de 1 à 1. De la capitale nationale a effectué un total de 36 lancés. Donc, du côté de la capitale nationale, du côté de Chaudière-Appalaches, le jeu que je viens de voir, c'est pas un jeu que j'aime voir comme en tant qu'entraîneur. Oui, c'était une balle passée, une balle qui fait un bond devant le marbre. Là, dans plusieurs équipes, on va dire, si la balle fait un bond, je veux te voir vers le deuxième but. Mais vers le but suivant. Par contre, là, on a 2 retraits. On a un frappeur, notre deuxième frappeur au bâton. J'aurais aimé voir le coureur au deuxième but, rester au deuxième but, parce que oui, c'est un frappeur là, droitier. On a fait un lancer quand même assez facile du côté du receveur. Là. On n'a pas mis toute notre puissance et on a été en mesure de le retirer facilement. Donc, on coupe un petit peu là, le on s'enlève une chance de marquer. Au deuxième but, là, un coup sûr, le point, c'est ça. Un bon coup sûr là, dans le champ, le point aurait marqué. C'est ça. Donc, avec 2 retraits, il faut être prudent. Et je crois qu'on aurait dû, du côté de Chaudière-Appalaches, rester au deuxième but. On ne veut pas un troisième retrait pour finir une manche au troisième but. Jonathan On débute cette fin de troisième manche pour la capitale nationale avec le receveur au bâton, Jonathan Galland-Lapointe. Balle cognée solidement au troisième but. Pendant que la balle échappe au premier but. Et là, on fait un relais. Et là, c'est le jeu de la chaise musicale.
Donc, 2 erreurs qui nous amènent le coureur présentement au 3e but. Début de cette manche avec un coureur au 3e but. Échappe au premier but. Et on revient dans le haut de l'alignement. Un relais, et là, c'est le jeu de la chaise musicale. Thomas Drouin qui se présente au bas. Donc, 2 erreurs qui nous amènent. Là, on voit une première erreur, la balle qui échappe au joueur de premier but. Et après ça, mais là, un mauvais lancer au 2e but. Le coureur s'en va au 3e but. Du côté de la capitale nationale, on vient de finir la manche en défensive avec un gros jeu. Et là, ben, si on peut assommer l'adversaire en faisant 1, 2, 3 points, mais c'est sûr qu'on va pouvoir en profiter. Profiter de ce momentum-là. Oui. Là. Mais comme on l'a vu hier, hein, ça change vite de côté. Ça prend une grosse manche, puis on vient de changer l'allure du match. Les émotions dans le match. Donc, 2e tour au bâton qui commence avec Thomas Drouin qui est le premier de la formation de la capitale nationale à avoir le lanceur pour la 2e fois. Cogné au champ droit pour un coup sûr. Et galant la pointe qui croise le marbre pour le 2e point de la capitale nationale. Un coup sûr et un point produit pour Thomas Drouin. Oui, une balle, une rapide 2 coups sûrs qu'on peut voir. Il manquait peut-être de mouvement. Et là, le frappeur Drouin qui a frappé la balle à la gauche du premier but pour son premier coup sûr là, du match. Charles-William Gagné qui se présente au bâton maintenant. Comme tu as mentionné précédemment, le fait que les deux équipes se rencontrent en saison régulière dans leur région, ben, c'est pas une surprise. On connaît les lanceurs, on a un historique avec ces lanceurs-là. Donc, il y a une confiance qui peut s'installer d'un côté comme de l'autre au niveau des frappeurs. Oui, et probablement aussi, tu sais qu'on connaît le sport-études Cardinal-Leroy à Québec avec l'entraîneur-chef Jean-Philippe Roy qui font de l'excellent travail, entraîneur des lanceurs. Aussi Christian Chénard, j'ai vu Dave Dufour aussi qui est encore au sport-études, je crois. C'est des gens extraordinaires qui font un travail de développement sensationnel au niveau des jeunes. Et bon, on parle des gens de la région de Québec, probablement là, que dans les deux équipes, ça joue ensemble pour le sport-études Cardinal-Leroy, je ne serais pas surpris. Donc, tu sais, on joue contre des amis aussi, là. C'est ça. On se place en position d'amorti dès Thomas Drouin qui a volé le 2e but. On voulait faire croire à une tentative d'amorti, mais on a retiré le bâton. Et on l'a dit hier, hein, du côté de la capitale nationale, on est très agressif. On a un pointage maintenant de 2-1 en leur faveur, mais c'est pas assez. Donc, on fait la fin de l'amorti. Du côté de la Chaudière-Appalaches, on répond quand même avec une belle stratégie. On dit, bon, ben, il fait ça parce qu'il va voler un but. On fait un lancer à l'extérieur. Malheureusement, on a raté le retrait. Fausse balle. Mais bon, on jongle avec les différentes stratégies de chacun des côtés. Hein. C'est ça le baseball. On a le temps d'y penser. On a le temps de dire, OK, il va probablement faire ça. On va essayer quelque chose. Des fois, on se trompe. Des fois, on l'a. Mais en tout cas, dans le cas présent, on a utilisé des deux côtés une stratégie qui a fonctionné. Ben, du côté de la capitale nationale, ça a fonctionné, mais on a quand même utilisé la bonne stratégie du côté de Chaudière-Appalaches. Balle cognée à l'arrêt-court. On jongle avec la balle. On pourra remettre au premier but. Et Drouin qui se dirige au 3e sur le jeu. Un coureur au premier, un coureur au 3e pour le lanceur Alexandre Simard au bâton. Une première visite dans la manche. Et lorsqu'on
De l'entraîneur Alexis Mecteau, oui, au monticule. Lorsqu'on passe à l'âge de 14-15 ans, il faut se rappeler qu'on est dans l'adolescence. Hein. On est aussi dans l'apprentissage de la gestion du stress, de la gestion des erreurs alentour de nous. Et je n'étais pas le meilleur à faire ça à cet âge-là. Je me souviens de quelques anecdotes que je pourrais raconter, mais qu'on va passer pour nos web spectateurs. Donc, c'est important en tant que lanceur de montrer notre leadership, de montrer qu'on est inébranlable malgré le fait qu'il se passe à gauche et à droite. Et on veut voir du lanceur les épaules droites. OK, il s'est passé ça. On prend un bon respect puis on revient. Et là, on affronte le troisième frappeur. Donc, il faut être concentré dans ce qu'on fait. Mais ce que je te dis là, c'est écrit dans un livre, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile à mettre en branle. Comme on a mentionné hier, tout le monde parle de ce fameux livre, mais personne ne l'a jamais vu. C'est ça, c'est ça. Balle cognée solidement au deuxième but. On y va pour la tentative de double jeu qui ne fonctionnera pas. Alors, le point marque. Thomas Drouin croise le marbre pour le troisième point. La capitale nationale. Charles-William Gagné retiré au deuxième but. Et Alexandre Simard qui est maintenant au premier but. Au bâton maintenant, Jean-Nicolas Lebrun. Donc, dans une situation comme on vient de voir là, avec Alexandre au bâton, c'est exactement ce qu'on veut voir. On veut voir une balle qui va être tirée vers le droit de l'avant-champ pour permettre à notre troisième point avec moins de 2 retraits de venir marquer. Et il a fait la chose de façon exceptionnelle pendant qu'il se dirige là, vers... Alexandre Simard qui se rend au deuxième but. Sur une balle passée. Donc, c'est ça. C'est une stratégie qu'on appelle... move the runner, j'ai pas le mot en français, mais Alexandre l'a très bien fait, ce qui donne le troisième point à l'équipe de la capitale nationale. Fausse balle sur la ligne du troisième but. On a vu les coureurs en mouvement, on était prêt à cette action offensive-là, ce qui a donné le troisième point. On a parlé hier des jeux en défensive, de toujours être prêt mentalement à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la balle pour la prochaine action où si la balle est frappée, les mouvements des coureurs, mais également au niveau de l'offensive. Bien, on doit savoir, est-ce qu'on court, est-ce qu'on attend, où la balle est frappée, est-ce qu'on va... Bon, c'est sûr qu'on a des entraîneurs là, au premier ou au troisième but pour nous diriger également, mais il faut être prêt mentalement à faire cette action offensive-là. Bien, Jean, t'amènes un excellent point et on entraîne souvent les joueurs en défensive à faire justement, là, à se préparer mentalement, à faire le petit repos prêt et à être disposé à faire le jeu suivant. Offensivement, on appelle ça l'approche au bâton et on a à travailler là-dessus pendant qu'on voit Jean-Nicolas Lebrun obtenir un but sur balle. Mais on doit travailler là-dessus. Arriver au bâton avec 1-2 retraits, dire OK, bon, est-ce que je pousse la balle dans le champ comme on disait tantôt, move the runner. Est-ce qu'il y a des chances que l'entraîneur me demande un amorti pour faire avancer les deux coureurs? Est-ce que je dois simplement lever la balle pour aller chercher le point? On est où dans le match? Est-ce qu'on est en première manche? Et encore plus compliqué, c'est combien le compte? J'ai-tu 2 balles, 1 prise? J'ai-tu 0 balles, 2 prises? Et à 15 ans, on veut tous prendre la balle et puis la mettre 300 pieds par-dessus la clôture. Mais est-ce qu'on est tous capables de faire ça? Je suis pas sûr. Donc, à 0 balle, 2 prises, on va avoir une approche avec un élan peut-être un petit peu plus court, mettre la balle en jeu. 2 balles, 0 prise, mais là, on va s'assurer que la balle est en plein cœur puis qu'on va défoncer la balle et qu'on va la mettre le plus loin possible. Donc, c'est des préparations comme ça. Balle cognée par David Grondin qui perce le troisième but. Alors, on se retrouve avec 3 coureurs sur les sentiers. Suite au coup sûr, encore une fois, là, on va donner un coup sûr à David Grondin. Là. Une balle frappée solidement. Là. On peut pas toujours désavantager la défensive. Non, et là, on ne pouvait pas rien faire sur cette balle frappée-là. Et c'est une balle frappée solidement avec un bat d'aluminium. Donc, la balle vient vite. Et pendant qu'on annonce que le jeune lanceur
a effectué son... Jérémy Thériault. Ouais, Jérémy a effectué son 45e lancé. Mathieu Massicotte au bâton. Une première prise. Là, un retrait, les buts remplis. Du côté de Chaudière-Appalaches, on semble jouer à égalité des buts. On a une formation pas nécessairement de double jeu. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la balle. Je crois qu'il y a de l'activité, là. Je vois du coin de l'œil l'activité dans l'enclos des releveurs. On ne veut pas s'éloigner trop. Balle cognée en hauteur. À l'extérieur du terrain. Mais on a vu le troisième but de Chaudière-Appalaches, Marc-Antoine Tremblay, qui semble lui être très prêt mentalement. Là. Même si la balle l'a vraiment traversé, si on peut dire, là, 2 fois dans le match, mais il était prêt, il sait où la balle est frappée, il était prêt à essayer de capter la fausse balle, il est prêt sur le jeu. Il mentionnait ce matin à son arrivée, c'est incroyable, je refais la finale des Jeux du Québec. Alors c'est aussi un accomplissement là, pour ces jeunes. Ben oui, tout à fait. C'est comme on peut dire, c'est aussi le niveau le plus haut qu'on peut aller en cette saison Bantam 2A. Donc, c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut. Et j'espère pour l'ensemble des joueurs le plus de succès possible. Le step le plus haut après, ça va peut-être être championnat provincial Midget 3 ou encore championnat canadien Canada Cup ou pour certains joueurs même le championnat canadien Bantam. On va voir aussi les sélections individuelles. Balle cognée au champ centre. On tente le relais au marbre. Un très beau relais ici du voltigeur de centre. Pas à temps, par exemple. Oui, Marc-Antoine Alexandre Simard qui croise la marbre. Et Alexandre qui effectue une glissade. On ne peut pas faire mieux. Il passe sous le tag, comme on dit. Donc, un beau jeu de la part des deux équipes. Et un point marqué sur la situation. Un 4e point pour la capitale nationale. Alors, Cédric Boulian maintenant au bâton. On a maintenant un coureur au premier, un coureur au deuxième. Avec 2 retraits dans la manche. Balle frappée. À l'arrêt-court qui perce l'avant-champ. Oh, une balle frappée solidement par le Cédric Boulian qui perce l'avant-champ. Et pendant ce temps-là, on voit Jean-Nicolas Lebrun qui vient marquer le 5e point. Le 5e point de son équipe. Et du côté de Chaudière-Appalaches, on devra se ressaisir. Mais quand même, il faut donner le mérite à l'équipe de la capitale nationale qui frappe solidement présentement. David Grondin qui s'est rendu au 3e but sur le jeu. Samuel Pouliot au bâton maintenant, le 9e frappeur de la manche. On a vu ça hier, là, des manches de 9 frappeurs, ça fait mal. Oui. On appelle ça souvent la grosse manche. On l'attend souvent, celle-là, dans le match. Quand elle arrive, ça fait du bien. C'est maintenant 5-1 pour la capitale nationale. On tente de prendre le coureur à contre-pied. Le relais n'arrive pas à temps. Et David Grondin sur le jeu qui se rend au marbre et compte le 6e point de la capitale nationale. Et ça, Jean, c'est une stratégie appelée par l'entraîneur. On l'a dit hier, mais un entraîneur vétéran comme Martin Pouliot a simplement demandé à son joueur Boulian de prendre un écart supplémentaire, amener le lancer du receveur. Et une fois que la balle était dans le gant du premier but, là, il a dit au coureur au 3e but de se diriger vers le marbre. Donc, c'est une stratégie de baseball. On dit à notre joueur de prendre un plus grand écart, amener le lancer, et là, on dirige le coureur. Un vol de but à retardement. Pas nécessairement. Non, c'est vraiment un plus grand écart pour amener un lancer puis faire marquer le point. OK. Pendant qu'on assiste au troisième retrait sur 3 prises. Et
et qui nous amène un sommaire dans cette demi-manche. 5 points? Oui, de 5 points sur 2 coups sûrs, 3 erreurs et un coureur laissé sur les buts. Donc, après 3 manches complètes de jeu, le pointage est de 6-1 pour la capitale nationale. 3 coups sûrs, 3 erreurs et un coureur a été laissé sur les sentiers. Après 3 manches. Pour ceux qui tiennent la carte de pointage, on a annoncé là, du côté du marqueur officiel 3 coups sûrs et 3 erreurs. C'est sûr qu'on a chacun notre interprétation. Alors, mesdames, messieurs, on va aller en entrevue avec Pierre-Paul Biron, notre collaborateur TVGO, avec des parents de Chaudière-Appalaches. Et ce, jusqu'à midi. Les albums photos disponibles jusqu'à midi. Et le lanceur de Chaudière-Appalaches a effectué jusqu'ici un total de 54 lancers. Combative, on a gagné le tournoi TBM cette année, on a gagné le classement général aussi. Alors les petits gars sont très compétitifs. Ça fait plusieurs années qu'on les suit depuis l'âge moustique. Alors il y a une bonne chimie entre nos joueurs, c'est vraiment intéressant à suivre. Là. Donc c'est pas trop dur pour les parents de faire 500 km de route pour venir encourager les jeunes? Non, ça fait plaisir de prendre une petite journée de congé de plus puis de suivre nos gars, là, on l'apprécie beaucoup. Donc, même si le pointage est maintenant de 5-1 pour Capitale Nationale, on garde espoir? On garde espoir, puis je pense que les deux équipes sont grands gagnants aussi. Que ce soit l'argent ou l'or, de se être rendu en finale, c'est très appréciable pour tout le monde. Fait que... Bien, Monsieur Têtu, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne fin de match. Merci beaucoup. Donc, on retourne à vous, les gars, pour la description. Alors, de retour au match avec Augustin Leblond au bâton. En ce début de 4e manche pour Chaudière-Appalaches. Pendant que Alexandre Simard a pris les devants avec 2 prises. Et on peut pas demander mieux. Là. On a un lanceur avec beaucoup de talent au monticule qui a effectué 36 lancers à qui on vient de donner 5 points d'avance. Donc, j'ai hâte de voir comment, du côté de la capitale nationale, on va gérer ça en défensive. Et du côté de Chaudière-Appalaches, ben, on a besoin de coureurs sur les buts et on a besoin de faire augmenter le nombre de lancers faits par le jeune Simard. Donc, on se doit d'être patient. On se doit de connaître notre zone des prises pendant qu'on voit là, un retrait sur 3 prises sur une rapide haute. Rappeur suivant, le numéro 42. Jérémy Thériault. Le lanceur Jérémy Thériault qui se présente au bâton. Ici, j'aimerais voir le type de lancer, là, mais je crois que c'est probablement soit une balle papillon ou une balle, là, j'ai pas le mot, là, mais une balle fourchette, là, comme... mais je vais me renseigner. La balle qui tombe à l'entre-champ. Donc, un coup sûr. Rappeur suivant, le numéro 19, Marc-Antoine Tremblay.
Donc c'est ça, Jean, on me confirme. J'hésitais entre la split ou la knuckle. La knuckle a un petit peu de mouvement du côté d'Alexandre Simard, mais semble efficace là aujourd'hui. Knuckleball est une balle là, qui a été un peu popularisée par Tom Seaver ou Tim Wakefield avec les Red Sox. Une balle papillon. Ouais, une balle papillon là, si on veut. Qu'on lance avec les jointures. Ouais, avec 2 jointures. C'est ça qu'on vient de revoir là. Donc on va prendre 2 jointures et le pouce sous la balle. Et des fois les jeunes, quand on commence à la lancer, on va la prendre à 4 doigts, mais on a beaucoup moins de contrôle avec les 4 jointures que simplement avec les 2 jointures pour effectuer ce lancer. Donc, Marc-Antoine Tremblay là, qui voudra assurément aider son équipe et frapper la balle solidement. Son 45e. Marc-Antoine qui a quand même décidé de courir sur une 3e prise échappée, retiré au premier but. Et sur le jeu, Jérémy Thériault s'est rendu au 2e but. Donc, suivant le numéro 88, voilà. Dufour. Donc, habituellement, du côté de l'arbitre, là, il vient de se passer une situation, mais du côté de l'arbitre, si l'entraîneur parle au receveur, ça, dans beaucoup de cas, on va donner une visite au lanceur. Et là, on ne l'a pas fait, en espérant que ça ne jouera pas dans la stratégie. Si on vient de voir une belle balle courbe d'Alexandre. Fausse balle dans la gauche. Balle frappée au 3e but. Capté pour le 3e retrait. Dans cette demi-manche, aucun point sur un coup sûr. Aucune erreur et un homme délaissé sur les sentiers pour Chaudière-Appalaches. En 4e, aucun point, un coup sûr, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. À mi-chemin en 4e, Capitale Nationale mène 6-1. Et le lanceur a effectué un total de 48 lancés. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, question de se faire plaisir. On reçoit des invités pendant le match. Longueuillois d'origine, bien qu'il soit né à Greenfield Park, à l'hôpital Charlemagne. On a Steve Green avec nous, un ancien joueur professionnel. Bonjour Steve. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Alors, Steve, c'est sûr qu'on aurait plein de choses, plein de souvenirs de baseball à se parler. Même s'il n'y a plus, que le baseball n'est plus maintenant au programme olympique, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience d'un retour dans le passé. Tu étais de l'équipe canadienne en 2008 à Beijing. Peux-tu nous parler de cette expérience-là pour le bienfait pour les jeunes? En partant, c'est une fierté qui ne se décrit pas. Très dur à décrire. Une expérience de vie incroyable. Un sentiment d'appartenance à ton pays. Changement pour... Ça se décrit pas, c'était des émotions qui sont vraiment... Chaudière-Appalaches. Tout le monde met ça en un mot. Mettons monticule de numéro 17, Jérémy Gontier. Puis, au niveau de ta performance, au niveau de l'équipe, au niveau des joueurs, comment tu as vécu ce tournoi-là? Personnellement, c'est... Parce que c'est un tournoi de 8 jours aussi, ouais. Là. Comme un peu ce qu'on vit ici, un tournoi de 5 jours. C'est 7 parties. Nous, on a fini 2 victoires, 5 défaites. Nos 5 défaites étaient par 1 point. Toutes des défaites crève-cœur. Personnellement, j'ai très bien lancé, mais maintenant, quand tu lances très bien, même si l'équipe perd, on se sent pas bien, là. C'est ça, c'est ça. Tu avais côtoyé un joueur qui a joué pour les Expos, Réal Cormier, qui était à sa dernière présence à ce moment-là. As-tu eu la chance d'échanger avec Réal? Comment lui a vécu
vécu ce tournoi-là étant un petit peu le champ du cygne pour lui au niveau de sa carrière? Ah oui, je parle à Réal Dress, c'est un très bon gars. Je le côtoyais déjà au Utah, où on vivait les deux, dans la même ville, si on veut. Aux Olympiques, écoute, mais lui, c'est une autre. Moi, j'ai vécu ça plus à l'interne, au village olympique, seul, dans le concentrant. Lui, il a vécu ça avec sa famille à l'extérieur. Il a fait, lui, il a pris ça comme une grosse expérience de vie. Il en a profité au plein. Moi aussi, j'en ai profité au plein, mais un petit peu différemment. Depuis les Olympiques, ça fait quand même 6 ans maintenant. Tu as poursuivi ta carrière. Une blessure a mis fin à ta carrière. Peux-tu nous en expliquer un petit peu? Oui, les Olympiques, c'était en 2008. En 2009, j'ai retourné avec les Phillies au camp d'entraînement. J'ai commencé l'année en 2009 et toujours une douleur à la hanche. On dit rien, on ne veut pas rien dire. Après 13 ans dans le pro, on dit rien. Il dit tout le temps, on peut pas faire l'équipe dans l'infirmerie, fait qu'on dit rien. C'est bon. Fait que ça tweakait un petit peu. Fait qu'à chaque jour, c'était un petit peu pire. Puis à un moment donné, il dit, regarde, finalement, quand j'ai été à l'infirmerie, mais j'avais le labrum de la hanche déchiré. Dans le fond, techniquement, j'ai une hanche artificielle. Fait que ça a mis fin à ma carrière. Plus de possibilité vraiment de revenir à ce niveau de jeu-là. Mais depuis ce temps-là, j'ai eu la chance là, de te voir lancer vendredi dernier à Actonville. Tu es maintenant l'entraîneur-chef et le closer des Castors d'Actonville dans la Ligue de baseball senior majeure du Québec. Oui, le closer, c'est un grand mot. Je ne suis pas capable de lancer plus qu'une manche. Par la force des choses. Par la force des choses. Non, j'adore le senior élite. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout au Québec. Je pensais que c'était un petit peu broche à foin, si on veut dire, un petit peu une gang de Ligue de garage. Ligue de garage. Mais au contraire, c'était incroyable. C'est organisé, le calibre de jeu est fort. Il y a plein d'anciens professionnels qui sont dedans, que ce soit du recru au majeur. Il y a des très bons joueurs. Techniquement, ce serait les meilleurs 22 ans et plus du Québec qui sortent de là. C'est ce qu'on a parlé un petit peu hier, là, au niveau des joueurs qui reviennent jouer au niveau du baseball senior. Le baseball se porte très bien. Au niveau des équipes seniors, c'est ça. C'est plus maintenant là, ce qu'on appelait des ligues de garage. C'est vraiment des ligues structurées, du bon baseball. On invite les gens à aller voir là, les matchs de la Ligue de baseball senior tout partout au Québec. Il y a de plus en plus également de clubs seniors qui se forment, des ligues à travers la province. Oui, la beauté de du baseball senior, oui, en partant, c'est un très bon calibre, senior élite. Mais le plus, c'est que la personne qui vient là à 23, 30 ans, 35 ans, c'est que la personne est intéressée au baseball. C'est plus quelqu'un qui le pousse à aller jouer ou poursuivre ses chums. C'est vraiment la passion du baseball qui fait qu'à 30 ans, à 35 ans, elle est encore là. Puis à 35 ans aussi, qu'au baseball, à 35 ans, tu es tout aussi bon qu'à 20 ans, sinon meilleur avec l'expérience. C'est pas un sport qui est extrêmement physique, c'est un sport un peu plus d'intelligence et de répétition. Fait qu'à 35 ans, les gars sont encore très dominants. Okay. Et au niveau de ton poste d'entraîneur, tu occupes également là, des fonctions de recruteur. Donc, tu te promènes pour voir là, les joueurs juniors qui pourraient aller jouer à Actonville là, dans le futur. Oui, malheureusement, cette année, j'ai pas eu la chance d'aller aussi de game junior que j'aurais voulu. On est bien entouré. Parce que c'est vraiment l'important. Comme dans tout, le repêchage fait qu'on va avoir une bonne équipe l'année d'après. La relève, c'est important. Fait qu'on essaie de bien s'entourer avec des personnes qui côtoient. Justement, j'ai Jasmin Roy ici, qui est pas mal mes yeux que j'ai pas le temps d'y aller. Fait qu'il me donne des bons wins aux meilleurs 22 ans que ça. Mettons qu'il est bien placé. Avec son travail, on en parlait, avec son travail à la centrale de recrutement du baseball majeur, là, pourra te refiler là, certains joueurs qui reviendront au Québec pour les Castors d'Actonville. C'est moi qui passe pour un génie, mais j'ai pas de crédit. C'est bon. Steve, je voulais savoir, est-ce que je sais là, que dans le temps, quand tu étais encore dans les filiales pro, tu allais des fois à Édouard-Montpetit à l'école secondaire avec Stéphane, t'entraîner ou dire bonjour aux gars. Est-ce que tu t'impliques avec une école secondaire au niveau sport-études ou as-tu une école de baseball à toi? Ou... Non, pas encore. J'ai pas eu le temps. Après ma carrière, j'ai fait un peu le vol entre le Canada et les États-Unis. OK. Avec mon garçon qui notre rapport suivant, le numéro 48, Charles William Gagné. Tranquillement, pas vite, je reçois un beat du Québec. Sinon, de 2009 à 2 ans à peu près, j'étais vraiment trop occupé à faire voyage entre les deux. Alors que Thomas Drouin s'est rendu au premier but sur un but sur balle, on a au bâton Charles William Gagné. Et aussi, peut-être juste mentionner rapidement un nouveau lanceur, Jérémy Gontier, qu'on a vu hier, là, qui lançait des garnottes, comme on peut dire hier. Pour il a été chronométré à 80 000 à l'heure hier. Oui, 80-81 000. Mais je peux témoigner, vendredi dernier, on en parlait. Le calibre de lanceur, bon, il est là dans la Ligue de baseball senior. On a vu des bons lanceurs là, dans le match. Mais
quand Steve est arrivé lancé en 7e, on a vu là, ce qu'on appelle la coche. Et ça zippait en 7e manche. Ça a pris 13 lancers pour finir le match. Alors, on voit vraiment, puis c'est intéressant que les joueurs qui ont joué là, du bon calibre reviennent et gardent le baseball actif au Québec. Puis, comme Steve le disait si bien tantôt, puis je veux pas y ôter les mots, mais tu sais, à 35 ans ou 36 ans, de donner la chance à des joueurs de 22, 23 ans de vivre un 91, 92 ou 89, là, on sait plus, mais puis mais de le vivre, tu sais, puis dire ah ouais, ok, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, ça c'est ça, un lanceur des majeurs. Puis ça l'évite beaucoup de ah, j'aurais pu, ouais, check ta minute là, vas-y au bat, ouais. Ça me donne la chance aussi de. Je l'entends pas mal quand il me pogne ça pour un double dans le gap, pour un bon coup sûr, je l'entends parler aussi. Ils sont fiers, ouais, d'avoir. Moins, mais eux autres, oui, d'un fois. Puis, ouais, c'est ça. L'esprit compétitif ressort, mais maintenant, tu sais, malheureusement, là, je suis rendu avec ma hanche, tout ça, pogné là, mais j'aime encore ça, parce que j'étais encore capable de compétitionner. Je pensais plus vraiment être capable de lancer du tout. Fait que même que ça soit une manche de la fois, à ce temps, je suis bien content. Même ça serait un autre pitch. J'y prends tout. C'est ça. Alors, merci de ta présence ici à la finale des Jeux du Québec. Merci d'être venu nous voir en entrevue. On va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison à Actonville. Ben, merci beaucoup. Merci, Steve. Merci. Rappeur suivant, le numéro 38, Alexandre Simard. Tout un plaisir d'avoir Steve en entrevue, qui est un Longueuillois. Quand je l'ai contacté, bien sûr, je recherchais là, des joueurs de Longueuil. On est à Longueuil, on est dans l'arrondissement Longueuil ici. Alors, les gens qu'on a vus, là, M. Doucet est de Longueuil, M. Griffin, Marc Griffin est de Saint-Bruno. Alors, on essaie là, vraiment de rendre locale cette web diffusion-là avec des gens qui viennent. Tout à fait. Puis pendant qu'on voit l'entraîneur Alexis Mecto qui va parler à Jérémy et qui dit gars Jérémy, là, t'as bien lancé hier, aujourd'hui là, on vient de voir 2 buts sur balle, mais garde-nous dans ce game-là. Fait que ce qu'on a besoin de toi, c'est lance des prises et après ça, ben, on va vivre avec les conséquences de ça. Mais faut se ramener là dans un sens un petit peu de compétition. Et on est à la mi-match hein, du côté de Chaudière-Appalaches, donc oui, on perd 6-1 après la moitié, mais il reste encore l'autre moitié. Donc, exactement. Tout est dans la comment qu'on va la gérer, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre moitié du match. Exactement. Avec 3 coureurs sur les sentiers, Galland Lapointe au 3e, Drouin au 2e et Gagné au premier but. Et là, ben, on a le lanceur partant, Alexandre Simard, qui pourrait se donner une grosse marge de manœuvre et aller au monticule avec plusieurs points d'avance avec un coup sûr ici. Là, qui... Aider son équipe à l'offensive. Oui, aider son équipe, effectivement. Se donner à lui-même également un coussin. Ouais. J'ai également ce matin constaté qu'au niveau de la catégorie Bantam, le règlement du frappeur désigné ne s'applique pas. Donc, le lanceur doit frapper. Oui, effectivement. Mais comme on a eu la chance de discuter dans notre reportage précédent, on a toutefois le droit à la réentrée. Donc, un joueur du 9 partant peut être sorti pour, mettons, une course sur les buts ou pour une présence au bâton et revenir à l'offensive ou même en défensive et revenir plus tard dans le match. Sauf le lanceur, bien sûr. Mais le lanceur peut revenir à sa position au bâton, mais ne pourra pas revenir à titre de lanceur. C'est ça. Alors, Alexandre Simard qui a une bonne présence au bâton, qui est patient. Hein? On veut voir les lancers de Gontier. Et là, présentement, on voit que Jérémy se concentre sur la balle rapide. Je crois que c'est la bonne décision à prendre. Et pendant qu'on voit le pointage de 6-1 en milieu de 4e manche en faveur de l'équipe de la Capitale Nationale. Elle frappe au 3e but sur la ligne. Encore une fois, le Marc-Antoine Tremblay qui se dirige à la clôture veut capter toutes les balles.
Ben, peut-être qu'on s'en veut un peu pour la balle qui a été frappée vers lui plus tôt dans le match, mais c'est vraiment un laser. Là. Donc, et de la position qu'il jouait, c'était un jeu difficile à faire. Là. Il était également un peu plus avancé, là, en avant du 3e but. Et aussi, faut pas oublier qu'on est toujours du côté des joueurs, on a probablement aussi un certain stress par rapport à l'équipe qui va représenter le Québec au championnat canadien. On le disait hier, il y a des pisteurs là, qui agissent à titre pour Baseball Québec et l'entraîneur-chef même de cette équipe-là qui vont recruter 15 joueurs parmi l'ensemble des joueurs ici, les 220 ou 230 joueurs qui vont, les 15 vont être sélectionnés pour aller représenter le Québec au championnat canadien. Pourquoi 15 puis on fait une équipe de 18? Parce qu'on a déjà 3 joueurs qui évoluent dans le midget 3A qui sont automatiquement là, qui sont dans l'équipe. On aura Yannick Desjardins de Baseball Québec un peu plus tard pour nous en parler. Et à la fin du match, si le temps nous le permet, bien sûr, on vous présentera cette présentation-là là, des joueurs qui sont ici au Jeux du Québec. Un but sur balle, un 3e but sur balle de Gontier. Le numéro 51. Qui permet à Galland-Lapointe de croiser le marbre pour le 7e point de la capitale nationale. Donc, encore une fois, trois coureurs sur les sentiers pour le joueur de Récourt, Jean-Nicolas Lebrun, au bâton. Première fausse balle, première prise. Oui, une belle élan. Hein? Et là, il faut comprendre que on peut se concentrer sur le côté de Capitale Nationale, qu'on sait que Jérémy va nous lancer des rapides. Donc oui, s'il nous montre la maîtrise de d'autres tirs, on va devoir s'ajuster. Présentement, on peut s'attendre à la balle rapide. Donc, on voit des élans quand même avec beaucoup d'intensité. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver là, avec ce genre d'élan. Balle cognée à Récourt. Un bon capricieux qui passe par-dessus la tête du joueur de Récourt. La balle qui se rend au champ centre. 3 points marques et ce sera un double pour Jean-Nicolas Lebrun. Oui, un double bon pour 3 points. J'ai hâte de voir la décision du marqueur. Je pense que du côté de la Récourt, on aurait peut-être pu faire un jeu soit devancer notre approche et ou faire un pas vers l'arrière pour saisir la balle. Pas certain que c'était un coup sûr. Moi, le jeune Gontier là, qui était déçu de sa performance. Oui, donc on verra un nouveau lanceur dans le match. Le numéro 32, Olivier Perron, qui s'amène au monticule pour la région de Chaudière-Appalaches. Il y aura peut-être une double substitution avec un joueur qui va s'amener en défensive. Là, on voit l'entraîneur Mecto qui discute avec l'arbitre. Donc Jean, j'ai confirmé avec le marqueur officiel, on donne une erreur sur le jeu. Donc les points ne seront pas nécessairement mérités à la fiche du lanceur Gontier. Donc en cette demi-manche de jeu présentement avec aucun retrait, on a 4 points et 2 erreurs. Et on rappelle à nos web spectateurs que nous sommes en milieu de 4e manche, à vrai dire en fin de 4e manche. Et que ici, pendant les tournois, on a la règle du Mercy Roll qui peut s'appliquer. Fait que peut-être que du côté de Québec, on va vouloir, là, ben pas peut-être, là, si on peut gagner le plus vite possible.
en tant qu'entraîneur, on va vouloir gagner le plus rapidement possible. Le but, c'est la victoire, bien sûr. Le but, c'est la victoire. Donc, avec notre lanceur, Alexandre Simard, qui est quand même assez dominant, ici, on va peut-être, sans trop forcer, je pense pas qu'on va voir de vol de but, mais sur une balle passée, il ne faut pas se surprendre si on voit le coureur Lebrun qui est au deuxième but se diriger vers le troisième but. Et à ce moment-là, avec aucun retrait, on aura seulement besoin d'un ballon sacrifice ou d'une balle dirigée à la droite de l'avant-champ pour se donner un écart de 10 points. J'ai hâte de voir du côté de Chaudière-Appalaches si on va quand même prendre la décision de couper le point, parce que c'est quand même un point important en disant combien qu'on a de présence au bâton. Est-ce qu'on a une présence au bâton ou on a encore 3 présences au bâton? C'est malheureux de gérer un écart de 9 points, mais je pense qu'il faut la gérer en finale où ce qu'on en est rendu. On a fait un beau parcours, il ne faut pas oublier ça. Là. On a eu des manches de 4-5 points du côté de Chaudière-Appalaches hier. Là. Oui. C'est ça, exactement. Et je pense qu'avec l'élan qu'on vient de voir, on rappelle à nos web-diffuseurs, là, pour ceux qui voient, c'est bien Capitale Nationale qui mène 10-1 sur Chaudière-Appalaches. Pendant que la balle... Un beau jeu défensif de Marc-Antoine Tremblay, mais son relais était hors cible. Frappeur suivant, le numéro 35. Donc, et là, on vient de voir un beau geste sportif de l'entraîneur de Martin Pouliot. Je pense que c'est important de le souligner. Bon, il y avait un mauvais lancer là, du côté de Chaudière-Appalaches, mais l'entraîneur a gardé le joueur au troisième but. À un moment donné, il ne faut pas rajouter là, trop. Donc, on va gagner en faisant des coups sûrs et j'aime bien cette attitude-là. Parce qu'on sait que les Jeux du Québec, oui, c'est une discipline sportive, mais c'est aussi plein d'autres choses. Il y a toujours la place l'esprit sportif. C'est une atmosphère, c'est une région. On va dans un championnat provincial de baseball, c'est juste du baseball. Mais ici, là, on voit... Là, on veut pas embarrasser les gens. Ben non, puis on voit veut gagner, mais on voit là qu'il y a beaucoup de monde. C'est ça, il y a beaucoup de monde à la clôture. On fait un beau geste d'éthique sportive. Et dans le sport, faut transmettre des valeurs. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est ça. Et c'est un geste qui, je crois, faut souligner. Alors, David Grondin qui s'est rendu au deuxième but. Alors, un coureur au deuxième, un coureur au troisième pour Mathieu. C'était la troisième prise là, pour Mascotte. Un retrait sur 3 prises. Oui, là, on sent des deux côtés une baisse d'intensité. Faudrait que du côté de l'équipe de la Capitale Nationale, qu'on se ressaisisse parce que on veut pas de petites erreurs mentales comme ça. Là. Ça va vite au baseball. Il reste encore à Chaudière-Appalaches au moins 3 frappes. Dans l'éventualité où on ne se rend pas au Mercy Rule. Et donc, on sait pas. On a le temps de faire des points. On a le temps de faire des points. Donc, il faut rester concentré là, des deux côtés. Comme on a dit hier, il y a un receveur célèbre qui l'a dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ben, c'est ça. Alors, Cédric Boulian au bâton. Donc, Cédric qui a une bonne journée au bâton, qui a 2 doubles. Donc, un simple et un double. Là, donc, 2 en 2 présentement représente une menace pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. Pendant qu'on voit au deuxième but une belle écart. Un écart là, qui permettra... En hauteur. On tente un beau jeu du premier but. Augustin Leblond là, de la Chaudière-Appalaches pour le deuxième retrait de la manche. Oui, un beau jeu pour sauter, saisir la balle. De ce côté-ci de la clôture, je pense que du côté de Martin Pouliot, c'est ce qu'on va. C'est ce qu'on va faire pendant qu'on amène un joueur. Le numéro 57, Samuel Fortier. Alors, on aura un frappeur suppléant pour Samuel Pouliot. Le numéro 57, Samuel Fortier. Alors, on change un Samuel pour un autre.
Et là, ben, faut comprendre, je sais pas si... on donne la chance à tout le monde de jouer. C'est ça, on a une grosse avance. Donc, si on peut donner un at-bat ici à gauche, une présence au bâton à gauche, à droite, ben, je pense que c'est bien fait là, de le faire. Donc, on est rendu à 2 retraits. On joue bien là du côté de Chaudière-Appalaches. On se donne une chance de victoire. Ben, pas de victoire, mais au moins de rester dans la partie. On n'avait pas de retrait, les buts remplis. Donc là, on reste compétitif. J'aime bien cette attitude. Balle cognée, un coup sûr. On aura pas de jeu au marbre. Coup sûr au champ centre. Pour Samuel Fortier, une belle présence. Oui, du côté de la capitale nationale, ben, on a bien couru sur une balle frappée au champ. Les deux points viennent marquer. Repère suivant, le numéro 80. Donc, une belle course du joueur là, qui était au deuxième but. Jonathan Galland-Lapointe. Qui était David Grondin, là, qui a fait une belle course, qui avait une belle écart. Donc, on a bien joué ça. Donc, pour une deuxième manche consécutive là, du côté de la capitale nationale, les 9 frappeurs auront frappé. On revient avec le premier frappeur de l'avance, Jonathan Galland-Lapointe. Donc, un beau bloc du receveur ici pour garder la balle devant. Encore là, je serais très surpris là, sur une balle passée ou sur une balle, sur peu importe le type de balle, que le coureur se dirige vers le deuxième but. On a quand même 11 points d'avance. Et il y a une règle non écrite au baseball que quand on a 6 points d'avance, qu'on volera pas de but à part sur une balle passée. Mais là, à 11 points d'avance, on ne voudra pas faire ce genre de... La mascotte des jeux Carbone. On voudra pas faire ce genre de jeu-là. Elle va circuler, là. Pendant qu'on a un but sur balle au frappeur Jonathan Galland-Lapointe, ce qui nous amène le premier frappeur de l'alignement offensif, Thomas Drouin, au bâton. Avec 2 retraits en cette fin de 4e manche. Donc, on vous rappelle aussi qu'à la fin de la partie, on aura la chance là, de vous présenter les 15 joueurs sélectionnés pour l'équipe qui représentera le Québec au championnat canadien. Pendant qu'il y a de l'activité là, du côté de la capitale nationale, au niveau de l'enclos des releveurs. C'est Jonathan... C'est Jean-Nicolas Lebrun qui s'active du côté des releveurs. Donc, toujours un coureur au premier, deuxième but. Oh, un beau jeu là, du joueur de deuxième but. Saisit la balle avec le bras en extension. Et là, on voit un signe de frustration du côté de la Chaudière-Appalaches. Il faut éviter ça, les gars. On se concentre sur ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et
Et en tout cas, on a effectué le 3e retrait, mais un beau jeu là, du joueur de 2e but. En 4e pour la capitale nationale, 6 points. 2 coups sûrs. Il y a eu 2 erreurs et 2 coureurs ont été laissés sur les sentiers. Donc, en cette demi-manche de jeu, mon Jean, 6 points sur 2 coups sûrs, 3 erreurs et 1 coureur laissé sur les buts. Après 4 manches complètes de jeu, le pointage est de 12 pour la capitale nationale et de 1 pour Chaudière-Appalaches. On parlait de l'opportunisme offensif là, de l'équipe de Martin Pouliot. Je pense qu'on démontre là, toute la puissance. Oui, je suis un peu surpris là, de la décision. Je vois qu'on retire Alexandre Simard comme lanceur, qu'on l'amène à l'arrêt-court et que le jeune Lebrun viendra là, terminer les livres pour l'équipe de la capitale nationale. Est-ce qu'on veut montrer le joueur pour l'équipe des championnats canadiens? Peut-être. Est-ce qu'on veut confirmer des choses? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé voir Alexandre Simard terminer le match 1, 2, 3. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On a embarqué également. Là, il y a des, on voit l'entraîneur Martin Pouliot là, qui est avec l'arbitre, qui discute probablement plusieurs changements défensifs. On essaiera de démêler là, avec la fin de cette 5e manche. Oui, pendant qu'on a la chance d'avoir avec nous le directeur des programmes de Baseball Québec. Hier, on a eu le directeur technique qui est là. On a Robert Brousseau qui est directeur des programmes. Salut Robert. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que ça représente pour, du point de vue des programmes, une compétition comme celle des Jeux du Québec? C'est quoi le travail que toi, tu as fait pour mettre ça en œuvre ici? D'une part, c'est... On t'entend pas beaucoup. Mets ton micro. La musique est très forte. Ouais, c'est bon. Du côté de la capitale nationale, à moi, bon, évidemment, c'est de faire le calendrier de l'événement. Mais c'est surtout de comprendre un peu c'est quoi la place des Jeux du Québec dans notre sport. C'est-à-dire d'être un tremplin là, pour l'ensemble de ces joueurs-là pour ce qui va venir après, c'est-à-dire soit le midget 3, soit même l'équipe du Québec Bantam. Donc c'est une vitrine formidable pour voir ces joueurs-là dans un mode ultra compétitif. Et puis dans le processus, là, amenant justement à faire l'annonce, on voit tantôt là, de l'équipe du Québec Bantam. Il y a 2 semaines, on était à Québec lors du défi Bantam. Là, on a vu la plupart de ces joueurs-là dans un premier temps avec des tests physiques, avec des parties. Donc, c'est un peu l'accomplissement de la saison. Je sais que pour ces joueurs-là, il n'y a rien de terminé. Après ça, il y aura des séries éliminatoires qu'ils auront à faire dans leur ligue respective. Mais c'est un gros morceau là, pour ces joueurs-là. Alors que Marc-Antoine Tétu se présentera au bâton pour cette fin de ce début de 5e manche là, pour la Chaudière-Appalaches. Robert, peux-tu nous parler là, un petit peu du tournoi? Qu'est-ce qui c'est pour le match de la médaille de bronze qui vient de se terminer? Bien, je viens d'y arriver. Écoutez, ce fut un match fort enlevant et le pointage, bon, Montréal a remporté la victoire 6-2, mais Laval a vendu chèrement leur peau. Et puis, évidemment, on s'attendait à voir le lanceur William Sierra lancer la partie au complet. Ils l'ont gardé au monticule jusqu'à son maximum de lancer 90. Je pense qu'il a lancé 6 manches et pas 6 manches, mais il a lancé 5 manches et 1 tiers. Il a très bien lancé. Mais d'ailleurs, c'était, je dirais, une surprise de voir Laval se présenter là, mais ils n'ont pas juste fait acte de figurant. Là. Ils ont vraiment compétitionné dans ce match-là. Mais je pense que la meilleure équipe... Autre changement défensif. Et dans les... on a parlé également là, du classement des 18 équipes. Est-ce qu'à ce point-ci, tu as le classement des équipes 5 à 18? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des déceptions? Moi, je dois absolument parler d'une histoire que j'ai racontée hier au point de presse. L'histoire de l'équipe de la Côte-Nord. On est là pour ça. Mon bon ami Harold Lemieux qui coach cette équipe-là de la Côte-Nord depuis 2005. Depuis 2005, il a coaché cette équipe-là des Jeux du Québec de la Côte-Nord. Et depuis 2005, il était toujours à la recherche de sa première victoire. Et finalement, hier matin à 8h à Daniel Johnson, l'équipe de la Côte-Nord a affronté l'équipe de Bourassa pour la 17e place. Puis... Harold, ce qui était vraiment touchant, c'est que Harold, en plus, coach cette année avec son garçon qui a coaché aux Jeux du Québec de 2007 à Sept-Îles. Puis, l'équipe de la Côte-Nord,
Ils ont tout de suite pris les devants dans le match. Ils venaient 6-0 à un point. Puis l'équipe de Bourassa sont venus dans le match finalement en fin de 7e manche. La Côte-Nord menait 7-6. Puis Bourassa a volé le marbre pour égaliser le pointage 7-7. Là, je voyais Harold qui était dans tous ses états, qui voyait probablement son rêve encore une fois s'écrouler. Puis là, on a été en manche supplémentaire. Puis la Côte-Nord a fait 4 points. Bourassa sont revenus avec un seul point. Et puis là, pour un match de 17e place, pour un gars comme Harold Lemieux, puis son équipe de la Côte-Nord, c'était comme s'il avait remporté la médaille d'or. Alors, juste t'interrompre, on avait un nouveau frappeur, Pierre-Olivier Boucher, qui vient d'être atteint et qui atteint le premier but. Alors, on a Marc-Antoine Tétu et au deuxième but et Pierre-Olivier Boucher au premier but. Au bâton maintenant, Jérémy Beaulieu. Et là, pendant qu'on voit une présence de l'entraîneur Pouliot, souvent là, quand on va voir le monticule, on va faire 2 types de présence. On va faire la présence que j'appelle réconfortante, les 2 petites tapes dans le dos, puis on va dire des niaiseries aux gars juste pour qu'ils détendent l'atmosphère. Détendent l'atmosphère et j'étais quand même pas pire là-dedans. Et il y a aussi la présence un petit peu plus technique qu'on peut faire dans certaines circonstances. Et là, j'ai vu l'entraîneur Pouliot mentionner un point technique en élevant sa main. Probablement là, que quand on a une balle qui touche le sol comme ça, pendant qu'on voit un retrait au 3e but sur une tentative de vol de but. De Marc-Antoine Tétu qui est retiré au 3e but pour le premier retrait de la manche. C'est ça, mais c'est un point technique des fois de séparer les mains un petit peu plus rapidement et qui a amené là, le lancer à être beaucoup plus proche de la zone des prises. Donc, on se donne plus de chance. Donc, oui, Robert, si tu peux nous parler du classement justement des équipes de 18 à 5. Étant donné que le gagnant de la médaille de bronze est déjà connu, je vais même y 3 aller et 4, de 3 à 18. Alors, en position 3 pour la médaille de bronze, c'est Montréal. En 4, on a Laval. Puis, en 5, le Lac-Saint-Louis. En 6, Richelieu-Yamaska. En 7, l'Outaouais. En 8, la Rive-Sud. En 9, Lanaudière. En 10, Centre du Québec. À la position 11, les Laurentides, suivi en 12 de la Mauricie. Le Saguenay vient en 13. La région du Sud-Ouest en position 14. Et les 4 derniers en position 15, l'Est du Québec, suivi de l'Estrie en 16, de la Côte-Nord en 17. Et Bourassa qui ferme la marche en 18e place. Et comme on a parlé hier, ces positions-là, ça sert pour le classement pour les prochains Jeux du Québec qui auront lieu à Montréal. Est-ce que je me trompe? En fait, ça sert pour, évidemment, le drapeau des Jeux, mais ça sert pour le classement des équipes là, lors des prochains Jeux du Québec. On a jasé beaucoup là, à revoir la formule de compétition. Présentement, on évolue avec 18 équipes, donc 6 sections de 3 équipes. Il n'est pas dit qu'on n'essaiera pas de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour changer peut-être la formule de compétition, mais c'est clair que le classement, on va s'en servir là, pour placer les équipes là, dans les sections. Exactement. On n'abandonne pas là, du côté de Chaudière-Appalaches. On voulait ce 2e point pour continuer le match, bien sûr. Oui, là, du côté des 2 entraîneurs, hein, on met des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins joué dans le tournoi. On a on a Anthony Beaulieu maintenant au bâton, qui à la place de Francis Cloutier. Une balle frappée à l'oreille qui est remis pour le retrait de Anthony Beaulieu. Bon, on a quand même une petite situation. Là. On a 10 points d'avance, on a 2 retraits. Donc, si on effectue le 3e retrait, la partie se termine. Si on fait un autre point, on continue. Marc-Antoine Bello. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et Robert, on a parlé également, on a un peu parlé hier des championnats provinciaux féminins qui se sont passés. Peux-tu nous faire un court résumé ou nous en dire quelques mots sur l'évolution, bien sûr, du baseball féminin? Le baseball féminin, cette année, c'était, je pense, de mémoire, là, la 7e ou 8e édition du championnat féminin.
En termes de nombre d'équipes et de régions présentes, c'est la plus grosse édition. On avait 16 équipes présentes. On avait 10 régions présentes là, dans la division Pee-Wee seulement, sur les 13 qui existent. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Puis le baseball féminin, c'est vraiment un bel essor. C'est un beau produit. Puis les filles sont vraiment contentes qu'il y ait un championnat adapté pour eux. Pendant qu'on a 2 prises sur le frappeur. Marc-Antoine Bello là, qui est au bâton. On voit qu'on veut vraiment ce 3e point pour poursuivre le match, poursuivre l'aventure du côté de Chaudière-Appalaches. Et du côté de Capitale-Nationale, mais on a un lancé de championnat, donc c'est quand même pas rien. Du côté de la Capitale-Nationale, on voulait se tirer pour une prise. Il semblait pas très loin. Donc, présentement, là, on a un compte de 2 balles, 2 prises, je crois. Et tout le monde est prêt en défensive. On n'abandonne pas du côté de Chaudière. On demande un temps d'arrêt ici. On veut être sûr d'être prêt, d'être disposé pour le prochain lancer. Balle frappée en hauteur. Sortira du terrain. J'aime bien l'énergie que je vois. C'est pas la première fois que je le vois, là, le jeune Lebron au monticule du prénom de Jean-Nicolas. Et on sent là, que là, on revoit le compétiteur en lui. Il saisit l'occasion. Ben, on voudrait tout être là et le faire se lancer là. Donc, j'y souhaite. Un but sur balle à Marc-Antoine Bello. Avec un coureur au premier, un coureur au 3e. On a Augustin Leblond qui se présente au bâton. Augustin qui a 2 retraits sur 3 prises dans le match. Frappeur suivant, numéro 22, Augustin Leblond. Donc là, on se trouve à avoir une situation d'un coureur au premier, coureur au 3e. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le coureur? Même, Jean, si on est dans une situation de 10 points d'écart, on va peut-être laisser le coureur aller au 2e dans une mesure où on s'occupe du frappeur. On s'occupe du frappeur, puis on ne veut pas nécessairement donner le point qui nous permettrait de gagner tout de suite. T'sais, donc, on a une certaine stratégie là, qui peut être élaborée pendant qu'on a au bâton Augustin Leblond, le joueur de premier but. Donc, présentement, on ne lance pas beaucoup de prises du côté de la Capitale-Nationale. On a quand même un petit peu de difficulté avec le contrôle, mais... Balle frappée au 3e but. On remet au premier pour le 3e retrait. Et c'est le championnat pour l'équipe de la Capitale-Nationale. La médaille d'or. La médaille d'or. Très bien méritée par une victoire de 12-2 après 4 manches et demie de jeu. Alors, demeurez des nôtres, mesdames et messieurs. On fera avec Robert la nomination de cette équipe sur le terrain. Alors, on va laisser les joueurs célébrer. Oui, peut-être rappeler. Victoire de 12-2 de la Capitale-Nationale sur Chaudière-Appalaches. Peut-être rappeler la belle performance d'Alexandre Simard comme lanceur qui a muselé l'attaque de Chaudière-Appalaches pendant 4 manches. Et Jean-Nicolas Lebrun qui est venu terminer non sans peine la 5e manche. Il a rendu ça excitant. Oui, il a rendu ça excitant. Peut-être, Jean, tu peux peut-être nous parler du côté offensif qui a été très dominant là, ou qui a compté beaucoup de points. Bien, avec 2 manches là, où on a eu 2 manches de une manche de 5 points et une manche de 6 points là, du côté de la Capitale-Nationale. Les points comptés, les points produits. Jean-Nicolas Lebrun avec au moins 3 points produits là, avec son double en 4e manche.
Pas mal tout le monde a produit des points. Cédric Bouliane qui a eu une belle performance avec un double, un coup sûr et un ballon aussi un petit peu plus tard dans le match. Samuel Fortier en fin de quatrième là, avec son simple qui a fait compter 2 points pour augmenter l'avance. Alors, donc tout ça pour nous dire aussi que comme vous pouvez voir là, à l'écran, le match est terminé par le pointage de 12-2 pour la capitale nationale en vertu du règlement là, du 10 points d'écart après 4 manches et demie de jeu. Donc, c'est ce qui explique aussi les jeux en défensive qu'on a vus à la fin de la part de la capitale nationale. C'est sûr que du côté de Chaudière-Appalaches, on doit être fiers là, de s'être rendu à ce niveau-là, de s'être rendu à la finale. Assurément, on ne sera peut-être pas content de la performance qu'on a à faire, mais quand même, on s'est rendu là. Donc, c'est quand même une belle performance. Alors, c'est ce qui va terminer ce reportage, mesdames et messieurs, sur la médaille, pour l'obtention de la médaille d'or de la capitale nationale. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Victoire de 12-2 de la capitale nationale sur Chaudière-Appalaches. Un match qui a été écourté par le règlement, comme on a parlé précédemment, du nombre de points, de l'écart de points de 10 points, le Mercy Rule. Alors sur ce, Jean Allard et Sylvain Poisson, qui vous remercient d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une bonne fin de jeu et surtout, au plaisir de vous revoir, Sylvain, sur un terrain de baseball. Merci, au plaisir. Balle frappée au 3e but. On remet au premier pour le 3e retrait. Et c'est le championnat pour l'équipe de la capitale nationale. La médaille d'or. La médaille d'or. Très bien méritée par une victoire de 12-2 après 4 manches et demie de jeu. Alors, demeurez des nôtres, mesdames et messieurs. On fera avec Robert la nomination de cette équipe sur le terrain. Alors, on va laisser les joueurs célébrer. Oui, peut-être rappeler. Victoire de 12-2 de la capitale nationale sur Chaudière-Appalaches. Peut-être rappeler la belle performance d'Alexandre Simard comme lanceur qui a muselé l'attaque. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Charles Bellec, j'ai 13 ans, je joue au baseball, puis ça fait à peu près 7 ans que je joue. Mon père, c'était un très bon joueur de baseball quand il était jeune. Il a fait les hauts calibres, puis après ça, il a joué au softball, puis j'allais tout le temps le voir, fait que j'ai décidé de jouer, de commencer. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'ai commencé à aimer ça, l'esprit d'équipe, le monde que je suis depuis que je suis petit, tous les mêmes joueurs. J'ai plus accroché sur le baseball parce que je trouvais ça plus fun à cause que il y a un bon esprit d'équipe. Puis t'as souvent du jeu. Tu t'en vas au bâton, après ça tu cours, après ça en défensive, il faut que tu fasses des jeux, puis tu reçois des balles, tu te lances avec des gens. Moi, ma position, j'aime ça surtout catcher. Parce qu'il y a tout le temps de l'action, puis il faut que tu sois dans le game, puis il faut que tu diriges bien tes lanceurs. Bâton, il faut tout le temps que tu sois plus stratégique. Puis en défensive aussi, quel jeu à faire. Parce que, tu sais, admettons que la game est égalité, puis il faut que tu coupes le point au marbre, tu sais, à la place de lancer au premier, sinon tu perds la game. Pour être un bon joueur de baseball, il faut que tu ailles quand même, faut que tu sois intelligent sur le terrain, il faut que tu fasses les bons jeux, il faut que tu penses au jeu à l'avance.
Puis que quand tu arrives au bâton, tu veux faire contact. Puis en défensive, tu fais les jeux comme il faut faire. Moi, mon inspiration, c'est Mike Trout. Parce qu'il fait des super beaux jeux dans le champ. Puis il court vite, il frappe bien. Puis j'aime aussi le catcher Buster Posey. Parce que c'est un bon catcher, puis au bâton, c'est un bon cogneur avec une bonne moyenne, puis de la puissance au bâton. C'est sûr que j'aimerais ça participer aux Jeux du Québec, mais il va falloir travailler fort parce que c'est dur, puis il y a quand même, ça regroupe quand même une bonne région, fait qu'il va falloir performer dans les camps d'entraînement. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Dans quel contexte? Ça a été fondé, je pense, en 1972, dans le contexte après les premiers Jeux du Québec, 71, l'avenue des Jeux olympiques en 1976. Mais l'histoire de la natation québécoise a commencé en 1896 avec la création du Montreal Swimming Club. En 1909, il y a eu là une association canadienne, des Canadian Amateur Swimming Association. En 1964, c'est là qu'on a commencé à avoir de quoi plus spécifique au Québec avec l'Association de natation amateur du Canada, mais section Québec. Fait que ça, c'est un petit peu l'histoire de la structure qui en est venue à ce qui est aujourd'hui la Fédération de natation du Québec. Présentement, on compte environ 15 000 membres. De ceux-là, on a à peu près 10 000 jeunes compétitifs. On a 2500 maîtres nageurs et environ 2500 jeunes qui sont dans des écoles de natation qu'on appelle. Les services, c'est surtout un service de régie, un service de service, en vrai dire. Donc, on offre au niveau des compétitions, des stages d'entraînement, du développement, aussi de la promotion du sport. Donc, c'est beaucoup l'offre de services qu'on fait, mais au travers de nos 140 clubs répartis dans 11 associations de natation régionale au travers le Québec. Dans les athlètes qui ont brillé, ça a commencé le tout début en 1912 à Stockholm aux Jeux olympiques avec George Hudson, qui a été le premier Canadien à gagner une médaille en natation. Il a été le premier Canadien, tout sport confondu, à gagner 2 médailles d'or dans les mêmes Jeux, soit le 1500 libre et le 400 mètres libre. Ensuite, il y a eu Jacques Amiotte, qui a été le premier à traverser le lac Saint-Jean en 1955. En 1956, il a traversé la Manche. Il a été le premier Québécois aussi à traverser la Manche. Il a refait l'exploit à 50 ans en 1975. Après ça, on a eu M. Richard Pang, ou Dick Pang, qui en 1960 a été finaliste au 100 mètres libre, mais qui après s'est impliqué à l'Association canadienne de natation amateur, section Québec, à la fin des années 60, a été élu en 1978 au comité olympique. Après ça, en 1998, a été président de l'Agence mondiale antidopage. Après ça, dans les autres athlètes, début de la fédération, on a eu Anne Jardin, Hélène Boivin qui ont participé aux Jeux de 1976. Hélène Boivin qui a été la première Québécoise de souche francophone à réussir à faire les Olympiques en natation. Guylaine Cloutier, fin des années 80, début 90. Dans la dernière décennie, il y a eu Benoît Huot au niveau paralympique qui a gagné 19 médailles et qui est aussi un porte-parole des Jeux du Québec là, depuis 2005 avec Sport Québec et cet été à Longueuil il est un des 3 ambassadeurs des Jeux.
profil de Fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec.